Voilà, alors on va enchaîner avec les exposés pendant que le docteur Klops nous quitte. Et donc, je vais à présent, nous allons entendre un tandem constitué par un médecin et une infirmière. Alors, vous allez entendre le docteur Isabelle Libert, qui est le médecin coordinatrice de l'unité de soins supportifs de l'Institut Bordet, et sa collègue Myriam Obiols, qui est infirmière responsable de cette même unité de soins palliatifs. Et donc, elles vont aborder un sujet qui est toujours fort débattu, qui est fort d'actualité également, qui est la sédation, mais elles vont l'aborder d'un point de vue particulier, au travers de vignettes cliniques, avec ceci de particulier, c'est qu'on a souvent tendance, quand on expose des vignettes cliniques, de parler de ce qui a bien été, de ce qui a été merveilleuse, là où on a été extraordinaire. Mais là, elles vont nous parler justement de là où une équipe a été mise en difficulté. Et vous allez voir que c'est très riche d'enseignements. Donc voilà, bonjour à tous. Moi je suis Isabelle et Myriam est à côté de moi. Donc effectivement, prendre mon petit boîtier, on va vous parler de certains des aspects pratiques de la sédation palliative au travers de 2 cas qui ont été, je pense que je ne suis pas dans le bon sens, qui ont été pour nous compliqués. Excusez-moi. Voilà, donc 2 cas cliniques qui ont été compliqués pour notre équipe, qui ont été ressentis comme des échecs. Et on va pointer les difficultés qu'on a rencontrées et par là essayer de se redéfinir ce que devrait être une sédation palliative, en sachant que ça restera et ça restera difficile pour toujours. Alors le premier cas clinique, c'est celui d'un homme de 57 ans qui a un adénocarcinome de la prostate multimétastatique. Il a été multitraité et quand on le connaît, ce patient a un tableau clinique très compliqué avec des volumineuses adénopathies inguinales qui sont fistulisées à la peau, qui font des plaies et une grosse récidive locale dans le petit bassin. Et donc ce patient, avec ce tableau clinique, va présenter plusieurs infections avec à chaque fois un sepsis. Donc à chaque fois, il va aller aux soins intensifs avec tout ce que ça suppose de lourd pour lui. Et donc il est à son 4e séjour aux soins intensifs avec un sepsis et un tableau de délirium. Et donc à ce moment-là, le patient ne participe pas à la décision, mais l'équipe soignante, avec la famille, vont décider de désescalader les soins. Donc ils vont appliquer des limitations thérapeutiques, ils vont arrêter les antibiotiques, ils vont arrêter les soins intensifs. Et dans la foulée, tout de suite, ils vont initier une sédation palliative pour le confort du patient. Et donc ce patient quitte les soins intensifs et descend en salle, et c'est là que l'équipe des soins supportifs le prend en charge. Et on va se retrouver avec une famille qui s'attend à un décès imminent. Et en réalité, la sédation va être longue, elle va durer plus de 2 semaines et elle va être source de beaucoup de détresse, beaucoup de questionnements et beaucoup de stress pour tout le monde. Alors la première question qu'on pourrait se poser devant ce cas clinique, c'est quelle était l'intention de la sédation palliative ? Alors la sédation palliative, elle a été instaurée donc aux soins intensifs et elle a été menée par les soignants de salle. Et donc, quand on connaît la définition d'une sédation palliative, l'intention devrait être soulager une détresse qui est liée à un symptôme réfractaire. Après, évidemment, avoir mis en œuvre tous les moyens possibles pour traiter le symptôme réfractaire. Donc une sédation palliative, c'est un dernier recours, ça ne doit pas être une norme, ça ne devrait pas être une norme, et ça vise à réduire la conscience du patient
pour pouvoir contrôler sa souffrance à lui et pas nécessairement à supprimer la conscience. Alors c'est évidemment tout différent d'une euthanasie. On en parlera un petit peu plus tard. Et donc, dans notre cas clinique, ce qui a été compliqué, c'est que quelle avait été l'intention de mettre la sédation? On avait plutôt l'impression que c'était pas une norme, mais un projet en tant que tel, sans réellement s'appuyer sur la situation clinique qui était, au final, ce patient, il a quand même eu 4 jours d'antibiotiques, est-ce que ça va quand même pas marcher? Et puis, il avait un délirium, est-ce qu'on a bien traité le délirium? Donc ça, c'était des questions. Alors, quand on parle de l'intention, les intentions, elles peuvent varier. Donc, on a des pratiques qui sont très différentes d'un pays à l'autre et qui, chaque pays est entouré d'un cadre législatif qui est très variable aussi. Et donc, juste pour donner un exemple, dans une étude, on a lu qu'on avait comparé les pratiques entre Belgique, Hollande et Angleterre. Et en fait, on a remarqué qu'en Belgique et Hollande, les sédations étaient souvent rapidement induites et souvent très profondes, au contraire des Royaumes-Unis, de l'Angleterre, où les sédations étaient plus proportionnées et progressives. Et donc, ça implique en fait une prise de décision différente pour les médecins. En Angleterre, le patient explique que la sédation existe et le moment venu, si nécessaire, il prend la décision. Tandis qu'en Belgique et en Hollande, avec leur culture, leur cadre législatif, le patient demande et le médecin vérifie si les critères sont réunis. C'est très différent comme processus. Et pour certains, ce genre de mise en place de sédation pourrait même être apparenté à ce qu'on appellerait une euthanasie lente. Et d'ailleurs, fait remarquer l'auteur de cet article, c'est parfois organisé comme une euthanasie, avec un adieu familial qui précède la sédation. Alors, en Hollande, où il y a une loi qui autorise l'euthanasie, il a été observé que la sédation palliative est parfois une réponse à une demande d'euthanasie, en particulier quand cette demande d'euthanasie arrive à un mauvais moment. Et donc dans l'article, il citait, si ça arrivait la veille du week-end de Pâques, il y avait des médecins de garde et donc on était dans une situation compliquée. Donc on voit ici que l'intention des sédations qu'on fait, c'est quelque chose qui varie et qui varie en fonction de beaucoup de critères. Alors, ça c'est juste pour vous montrer la loi française de 2016 qui donne le droit à un patient de demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc là, on est d'emblée dans une sédation profonde. Donc ça va forcément influencer les pratiques, ou en tout cas certaines pratiques. D'ailleurs, les Français ont cette loi et ils ont mis beaucoup d'énergie pour faire la différence entre ces sédations profondes et l'euthanasie, qui reste de nos jours encore illégale en France. Alors on va revenir au cas clinique et je vais passer la parole à Myriam qui va nous parler du point suivant. Donc, l'autre point qui a posé problème, à part cette problématique d'intention, ça a été le problème de la concertation. Donc on en a déjà beaucoup parlé précédemment, mais ici donc la concertation a été prise par une autre équipe aux soins intensifs et donc les décideurs n'ont pas été les acteurs de terrain. Alors la concertation, donc chaque fois en fait dans nos présentations, la partie un petit peu supérieure est plutôt ce qu'on trouve dans la littérature. Et donc on a eu un article très intéressant de Twycross publié en 2018 qui nous a donné quand même beaucoup d'éléments. Et donc quand même la littérature insiste beaucoup sur cette notion de multidisciplinarité au niveau et de concertation. Donc concertation en équipe, concertation avec la famille, concertation avec le patient.
Et donc, que le fait en équipe, et j'ai dit ici une équipe élargie, comme on a bien précisé auparavant, permet un partage de points de vue, un partage de connaissances qui permet d'avoir une vision plus globale et la plus juste possible de la situation, clarifier un projet thérapeutique qu'on va pouvoir partager, expliquer et donc dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et ça, dans la littérature, c'est quand même bien souligné aussi dans les articles en lien avec la souffrance des soignants. C'est quand le soignant de première ligne, donc je sais de quoi je parle, je suis infirmière, j'ai à appliquer les ordres médicaux, mais si je ne comprends pas dans quoi je suis, je me pose beaucoup de questions, je suis très inconfortable, je ne pourrais sans doute pas être efficace non plus, et ça met vraiment les soignants en difficulté. Donc, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, je pense que c'est vraiment décrit et je suis convaincue de cela. Alors avec la famille, donc ce qui transparaît aussi, c'est que c'est important d'avoir ce temps d'échange, hein, comme on a dit, qui va remettre le patient dans toute son histoire et on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais qui aussi est le moment où on peut rassurer aussi le patient sur qu'on a vraiment essayé tout, que c'est un dernier recours, que toutes les solutions ont été tentées et tous les avis ont été donnés. Aussi expliquer donc la différence avec l'euthanasie, parce qu'il y a peut-être une attente autre de la patiente. On pourrait partir sur des intentions différentes, hein, ce qui a été le cas ici quand même. Et donc c'est quelque chose qui doit être échangé, permet d'anticiper aussi ces discussions, ce qui pourrait arriver, et donc d'avoir une concertation avec le patient. Alors ça, dans la littérature, on a vu que c'était quand même peu fréquent. Ça allait de 50% des cas à 70% des cas, des situations où ça n'a pas été possible d'avoir cette concertation, en tout cas au moment de l'initiation. Alors dans notre cas clinique, donc on l'a déjà dit, une équipe décide, une autre doit gérer les conséquences, beaucoup d'inconfort, beaucoup de stress pour les soignants. Et la concertation avec l'équipe, ce n'était pas avec nous, c'était avec l'équipe précédente. Et donc forcément, le projet n'était pas partagé. Ils étaient en attente d'un décès et nous, on reçoit le patient. Et la concertation avec le patient n'a pas pu avoir lieu puisqu'il y a eu délirium et il n'y avait pas de directive anticipée non plus. Alors l'autre item aussi, c'est sur est-ce qu'on pourrait aussi anticiper comment ça va se dérouler cette sédation palliative, comment la famille imagine que ça va se passer. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'apparemment quand le patient est sédaté et qu'il par après se réveille régulièrement, c'est une source de détresse pour les familles. Donc ce sont des choses qu'il faut pouvoir discuter avec eux. Le contrôle des symptômes, les familles pensent peut-être que le patient endormi, il n'y aura plus de symptômes, mais non. Malheureusement, ce n'est pas toujours si évident, d'autres symptômes apparaissent ou le symptôme n'est pas bien contrôlé. La durée de la sédation, point d'interrogation, c'est souvent la maladie sous-jacente qui décide et voilà, donc on ne sait pas trop. Dans la littérature aussi, il est décrit que les familles sont en difficulté quand le décès arrive très rapidement. Vraiment, il y a un choc, il n'y a pas une adaptation possible. Et de l'autre côté, quand c'est trop long, c'est aussi compliqué. Alors j'ai retrouvé, je ne l'ai pas indiqué, la même chose pour les soignants qui, eux, se retrouvent à appliquer une sédation. Et si le patient décède rapidement ou lors d'une adaptation, la personne se demande est-ce que c'est moi qui ai induit ça? Et non, mais voilà, ça pose problème. Donc ici, ce qui nous a posé problème, c'était que l'imminence du décès était attendue, mais on ne pouvait pas la prévoir puisque ce n'était pas une euthanasie, donc on ne savait pas exactement ce qui allait arriver. Et en plus, les soins qui avaient été faits à l'USI, ils ont pu avoir un impact sur l'allongement du pronostic de vie. Donc voilà une autre situation. Et donc, voilà, on revient à notre cas clinique et le point qui a été, qui est sans doute un manquement ou qui a compliqué cette sédation, c'est que ce patient est passé d'un projet de soins intensifs sans transition à un projet de soins palliatifs. Et donc, forcément, on n'a pas eu le temps d'évaluer l'efficacité des soins intensifs, qu'il était déjà non seulement en soins palliatifs, mais en plus en sédation palliative. Donc, est-ce qu'on avait essayé de contrôler les symptômes réfractaires? Probablement pas, il faut le dire. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut un temps de réflexion, mais il faut surtout s'assurer qu'on fait des sédations dans de bonnes conditions, et notamment la désescalade thérapeutique
est quelque chose qui est nécessaire. On ne peut pas faire une sédation palliative de fin de vie et en même temps donner quelque chose qui entretient la durée de la vie. Et donc, les grandes questions qui se posent toujours, c'est que fait-on de l'alimentation et de l'hydratation? Alors, pour l'alimentation, c'est assez facile parce que, en général, le patient a déjà arrêté de manger, donc c'est déjà un sujet qui a été discuté. Par contre, pour l'hydratation, c'est un peu plus compliqué. Et quand en fait on y a une revue de la littérature des guidelines européens, les recommandations sont plutôt floues. Il y en a une qui se mouille un petit peu plus et qui dit qu'on peut maintenir l'hydratation si le patient buvait juste avant d'être sédaté. Les autres ont plutôt tendance à dire que ça n'a pas de sens, ce qui est vrai, et que cette hydratation peut même être source d'inconfort pour le patient, donc on recommande plutôt d'arrêter ça. Alors, il faut prendre en compte aussi la détresse que ça peut entraîner chez les proches, parce que ne pas boire, c'est vraiment quelque chose que certaines personnes n'arrivent pas à dépasser. Donc, il faut en tenir compte, je pense aussi, parce que les proches survivent et le patient s'en va. Donc, il faut les soigner aussi un petit peu, beaucoup même. Alors, notre cas clinique aussi a soulevé la question suivante. Est-ce qu'on n'a pas fait une sédation palliative chez un patient dont le décès n'était pas imminent, puisqu'il venait d'avoir des soins intensifs et qu'on n'a pas pris le temps de les évaluer? Et donc, effectivement, une sédation palliative, elle est faisable chez un patient qui est mourant. Alors, dans les guidelines, on trouve quelques heures, quelques jours, moins de 2 semaines en tout cas. Sans quoi, on fait une sédation palliative, on endort quelqu'un, on désescalade les soins et il pourrait y avoir un décès par déshydratation et surinfection, quand même inconfortable. Donc voilà, et dans notre cas clinique, on n'a pas attendu d'avoir cette certitude. Alors, le dernier point qui a été soulevé, c'est est-ce que ce symptôme, donc ce délirium, était-il réellement réfractaire? Est-ce qu'on a pris le temps de le traiter dans notre cas clinique? Sans doute que non, parce que les médicaments qui ont été utilisés pour la sédation n'étaient pas ceux qu'on donnerait peut-être en premier choix pour un délirium. Peut-être même que ces médicaments utilisés pour la sédation ont aggravé le délirium. Ça devient un questionnement un petit peu éthique, un petit peu compliqué. En tout cas, quand on fait une sédation palliative, il faut s'assurer du caractère réfractaire du symptôme qui génère une souffrance chez le patient et qui demande une sédation palliative quand on ne sait pas faire autrement. Alors ces symptômes sont le plus souvent, par ordre de fréquence, délirium, dyspnée, puis douleur. Alors il y a une petite étude belge en médecine générale qui dit que dans la moitié des cas, c'est la douleur qui est le symptôme réfractaire. Une petite remarque pour dire que le délirium est souvent sous-diagnostiqué et aussi une petite remarque pour dire qu'il faut bien traiter tous les symptômes parce qu'une douleur peut entraîner un délirium qu'on traite avec des benzodiazépines qui vont aggraver un délirium et on va peut-être faire une sédation profonde à un patient qui est douloureux. Donc il faut s'assurer que ces symptômes réfractaires soient bien traités. Et on arrive à notre cas clinique numéro 2 que Myriam va vous présenter. Donc l'autre situation clinique, il s'agit ici d'un jeune homme de 34 ans qui présente une tumeur cérébrale de bas grade, d'évolution lente, ça fait 3 ans qu'il est malade. Le patient a été multitraité et là il n'y a plus de thérapeutique oncologique qui est proposée, donc le patient rentre dans un projet de soins palliatifs. Le patient fait une demande de sédation jusqu'au décès pour motif d'une détresse existentielle. Il présente des symptômes neurologiques lourds, il est quadriplégique, il est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. C'est un patient qui a un coping religieux important, donc l'euthanasie pour lui n'a pas été du tout quelque chose auquel il a pensé. La demande a été admise par sa famille était deux personnes âgées, ses 2 parents. Et la sédation a été de longue durée, elle a duré 3 semaines. Avec un tableau clinique quand même assez impressionnant parce que le corps s'est vraiment dégradé fortement et ça a fait souffrir énormément la famille et les soignants. Donc, ici, on ne va pas reparler des autres
problématiques qu'on a abordées dans le cas précédent. Ici, ce qui a été important, c'était l'imminence du décès. Est-ce qu'on avait bien vu ça? L'anticipation de la durée de la sédation, est-ce qu'on a imaginé ça? L'anticipation que le décès allait arriver suite à quoi? Pas suite à sa maladie visiblement. Et alors ce symptôme réfractaire qui est une souffrance existentielle, qui est quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Donc on va développer. Ah, il n'a pas passé. Voilà. Donc l'imminence du décès, c'est un jeune homme jeune. Le pronostic vital finalement n'était pas directement engagé, même si le patient était quand même dégradé. Donc on a mal anticipé la durée de cette sédation avec le patient, mal aussi avec la famille. La cause de décès, finalement, il est plutôt décédé des problèmes de déshydratation et infection, pas du cours naturel de sa maladie. Et le symptôme réfractaire, donc, était une souffrance existentielle que lui décrivait par une perte de sens, sensation d'être une charge pour les proches, désespérance, une perte de contrôle, une dépendance, perte de dignité, perte de lien social. Un jeune homme de 34 ans et finalement juste ses 2 parents âgés. Enfin, ce monsieur était vraiment très en détresse par rapport à cela. Alors ici, dans la littérature, il y a aussi Twycross, on a trouvé beaucoup toujours dans cet article d'information, et aussi dans un dossier du comité européen de bioéthique, qui a quand même fait un gros dossier sur la sédation palliative. Et donc, en fait, on voit que cette souffrance existentielle, elle regroupe en fait une variété de symptômes psychologiques que certains ont décrits psychosocio-spirituels pour englober ces 3 aspects. Alors, on a exclu de ça les troubles, vraiment la dépression, le délirium et les troubles anxieux. Alors, on a vu une étude, on s'est demandé quelle est l'incidence d'une sédation palliative pour uniquement une souffrance existentielle, parce qu'on voit dans les études que c'est bien souvent mêlé, mais uniquement là, sur ce point-là. Et donc, on a une étude qui est faite au Japon sur 248 patients qui ont été sédatés, seul 1 sur les 248, donc 0,4% était pour un motif uniquement existentiel. Et sur une enquête plus large, toujours au Japon, sur 9000 patients, donc 1%, donc 90 sur les 9000, étaient sédatés uniquement pour cette raison unique-là. Alors là, Twycross dit attention, prudence, imminence du décès, pas toujours présente. Attention, parce que le décès ne survient pas de la maladie, mais bien des complications, déshydratation, infection. Attention, il dit aussi au caractère réfractaire. Donc effectivement, est-ce qu'une souffrance psychologique, est-ce qu'elle peut peut-être être réversible? Est-ce qu'il y a un coping, une résilience qui peut survenir? C'est quand même très différent d'un symptôme physique de dyspnée où on voit que ça va jamais s'améliorer. Là, on n'est pas tout à fait sûr, évidemment. Et d'autres apports non médicamenteux, psychothérapie, soutien ou autres, qui ne sont pas toxiques, peuvent aussi avoir leur chance de succès. Donc, c'est quelque chose qui est à tenir en compte et qui pose beaucoup de questions. Alors, par exemple, on a vu que cette souffrance existentielle, elle est exclue des recommandations néerlandaises pour une sédation. Alors, ce qui n'est pas recommandé plutôt, c'est si le décès n'est pas imminent, si le caractère réfractaire, et qui doit être évalué plutôt par un psychologue ou un psychiatre, qu'il conseille de commencer par des sédations de répit ou intermittentes, avec des sédations nocturnes, mais avec des case reports qui montrent qu'il y a un coping après, le patient est épuisé, a pu se ressourcer. Et l'autre chose, de faire des sédations proportionnées, parce qu'à ce moment-là, on ne cherche pas une sédation profonde, et peut-être le patient peut se repositionner et peut nous guider dans cette problématique. Donc, voilà. je te passe et donc, la suite. à travers toutes les difficultés et les manquements, dans ces 2 cas cliniques qui ont été compliqués, il faut se recentrer sur les indications des sédations palliatives et leur définition. Donc, c'est l'utilisation de médicaments sédatifs qui visent à diminuer de façon volontaire le niveau de conscience d'un patient en fin de vie, l'objectif étant de contrôler un ou des symptômes réfractaires et jugés insupportables par le patient. Et certains ajoutent que même si ce qui est insupportable pour le patient, c'est les effets secondaires des traitements des symptômes. Donc,
C'est une définition par rapport à une cinquantaine d'autres qui existent. D'ailleurs, le terme sédation palliative prend parfois d'autres formes. Mais toutes, en général, mettent le focus sur l'intentionnalité de la réduction de la conscience et donc excluent une sédation qui serait liée au contrôle des symptômes. Donc, je suppose qu'on pourrait dire qu'une sédation palliative avec l'effet secondaire sédatif de la morphine ne serait peut-être pas la meilleure des idées. Ça ne se retrouve pas dans la littérature, mais on serait étonné. Il y a quand même encore des équipes où c'est décrit. Donc je crois qu'il faut redire ça. Alors on peut se recentrer sur les aspects pratiques. Quand on a l'intention de faire une sédation palliative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concerter avec le malade, bien sûr, si c'est possible, avec la famille, certainement, et entre soignants, donc en multidisciplinarité. Donc ça, c'est important de se concerter. Pourquoi? Pour avoir une intention qu'on partage et qui est claire pour tous. Exactement savoir ce qu'on veut faire, même si on ne sait pas la manière dont ça va se passer, parce que quand on fait une sédation, on perd le contrôle sur toute une série d'autres choses et la maladie évolue de son propre chef. Donc il faut aussi partager cette chose-là. Il faut bien sûr s'assurer du caractère réfractaire des symptômes, ça on en a parlé, d'où l'importance des bons soins palliatifs. Il faut que ça s'applique à un patient qui est proche du décès, parce que sinon il va mourir au final de la sédation. Il faut désescalader les thérapies qui maintiennent la vie. Et il faut surtout poursuivre les médications des symptômes qui sont connus, notamment les médications antalgiques et le traitement du délirium. Donc si vous faites une sédation palliative pour ces deux symptômes-là, il ne faut surtout pas arrêter ces traitements-là, parce que la question c'est, est-ce qu'un patient qui dort, qui est calme, est-ce qu'il ne ressent pas? Donc ça, c'est encore une question qui est ouverte et qui est très débattue. Mais bon, probablement que bien sûr, il sent. Mais qu'est-ce qu'il sent et jusqu'où il sent, on n'en sait rien. Il faut s'assurer que l'élimination urinaire et intestinale se fasse bien. Il faut envisager les choses difficiles comme la longueur de la sédation et envisager de voir un corps qui va se dégrader. Et voilà, donc ça c'est les aspects pratiques. Et alors sur les modalités plus techniques, il y a des tas de guidelines qui existent, et notamment le Palliaguide. Donc en conclusion, ce qu'on appelle une sédation palliative, mais en réalité c'est des pratiques très différentes selon les pays, les lois et même les équipes. La preuve, c'est qu'on a des incidences qui sont rapportées dans la littérature qui sont très variables, avec des extrêmes qui vont de 1% à 88%. Donc on est vraiment dans des extrêmes. Alors 88% c'est très rare. Il faut quand même bien dire que c'est très exagéré. Ça concerne surtout des situations cliniques qui sont tout à fait individuelles. Et c'est surtout les équipes qui sont confrontées à devoir décider, ça sont des niveaux d'expertise qui sont aussi très variables. Tout le monde ne décède pas dans une unité de soins palliatifs. Et donc ça compte aussi dans les choses qui sont difficiles. Et alors sur le plan de la littérature scientifique, il n'y a aucune littérature à ce propos qui donne un guideline avec des niveaux de preuve suffisants. Et donc on restera toujours dans des questionnements, d'où le débat éthique sur plusieurs des points des sédations palliatives qui peut rester présent. Voilà, on vous remercie beaucoup de votre attention. Et maintenant, on va aller se reposer, nous. Merci beaucoup pour cet éclairage de terrain vraiment très, très intéressant.